Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette seconde conférence de la soirée Tout Trois-Rivières qui porte sur l'économie d'eau potable, donc les stratégies à adopter pour favoriser l'économie d'eau potable. Cette conférence qui se passe à la salle publique du Conseil municipal de la ville de Trois-Rivières. Mon nom est Steven Paquin, je suis coordonnateur à la participation publique à la ville. Je suis très heureux de vous accueillir. Certains étaient à la première conférence, d'autres, c'est des nouveaux visages. Fait qu'on est très heureux de vous accueillir aujourd'hui à l'Hôtel de Ville. Je salue aussi les membres du Conseil, les directions qui sont là présentes pour la conférence également. En fait, là, c'est vraiment une conférence. Ça devrait durer entre 30 et 45 minutes. Cette conférence-là, en fait, va être suivie d'une période d'échange. Si jamais vous voulez échanger dans le salon du maire, les élus et notre intervenant vont être disponibles pour échanger avec vous à ce moment-là. Notre intervenant, justement, de ce soir, c'est M. Julien Saint-Laurent. Il ne savait pas, j'ai rajouté cette diapo-là tout à l'heure. Il ne savait pas. Oui, tu l'as vu tantôt. Hein? Donc, c'est Julien Saint-Laurent. Julien Saint-Laurent, qui est chef de service environnement, qui va venir vous parler des enjeux entourant la consommation d'eau potable et l'économie d'eau potable. Donc, M. Saint-Laurent, à vous le plancher. Donc, ça a l'air de fonctionner. Excellent. Donc, comme Steven l'a dit, l'objectif en bout de ligne de la présentation, c'est de parler des stratégies et des axes d'économie d'eau potable pour vous amener à la réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire pour économiser l'eau potable. Je vais faire, dans le fond, un grand tour de roue sur la production de l'eau potable, la distribution de l'eau potable, les mesures de contrôle qu'on a en place, les obligations réglementaires, ce qui nous vient en fait du provincial et qu'on doit faire comme ville en lien avec l'eau potable, pour en arriver à la fin de la présentation avec le volet plus économie d'eau potable et sensibilisation. Donc, on part ça. À Trois-Rivières, vous pouvez le voir sur le plan qu'il y a là. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais on a plusieurs types d'approvisionnement d'eau potable. On a une partie de la ville, ce qui est en jaune sur cette carte-là, qui est approvisionnée en eau potable via l'eau de la rivière Saint-Maurice. Donc, c'est de l'eau de surface, c'est l'eau de la rivière, en fait, avec son bassin versant. Là, le bassin versant de la rivière Saint-Maurice, c'est pas loin de plus de 42 000 km², une longueur de 381 km. Fait que l'eau, elle vient vraiment loin de Trois-Rivières. Le débit de la rivière moyen, c'est à peu près 700 mètres cubes seconde qui passent en moyenne dans la rivière, avec des pics qui peuvent aller jusqu'à 5700 mètres cubes seconde lors d'inondations, comme on a vécu en 2019-2021, où la rivière avait gonflé énormément. Puis dans les étés où il y a les plus grandes sécheresses et où Hydro retient beaucoup d'eau avec les barrages qu'il y a sur la rivière, mais parfois le débit à Trois-Rivières, il tombe en bas de 200 mètres cubes seconde. Donc 170 mètres cubes seconde. Cette eau-là, dans le fond, est puisée à même la rivière Saint-Maurice dans l'usine de filtration qui est située sur la rue de l'usine de filtration. Vous allez dire qu'on n'est pas super... en tout cas, c'est ça, c'est le nom de la rue. L'usine, dans le fond, elle a la capacité, depuis sa rénovation au début 2010, l'inauguration de toutes les rénovations de l'usine, elle a la capacité de traiter de l'eau pour 175 000 de population. Trois-Rivières, on n'est pas 175 000, puis je vous l'ai montré sur la carte, elle ne dessert pas la totalité du territoire. Donc, elle dessert à peu près 83 000 de population actuellement, cette usine-là. Donc, elle est bonne pour beaucoup d'années à venir pour la croissance de la population qu'on vit déjà depuis les dernières années. Il y a 13 étapes de traitement à l'usine de filtration. Je vous en nomme certaines là. Il y a du dégrillage, donc l'eau qui passe à travers des grilles pour enlever les plus gros morceaux, s'il y a des morceaux de bois, des déchets qui ont pu passer dans la prise d'eau. Il y a la flocculation, en fait, qui est un ajout de produits dans l'eau pour que toutes les particules en suspension dans l'eau s'agglomèrent pour devenir des plus grosses particules. Puis après ça, il y a un processus de décantation où ces particules-là vont se déposer dans le fond de certains bassins. Il y a l'ajustement du pH de l'eau. Il y a de l'oxydation pour enlever le fer et le manganèse qu'il peut y avoir dans l'eau. Il y a de la désinfection pour enlever les bactéries. Puis à la fin du traitement, il y a un dosage de chloramine. À l'époque, c'était du chlore qui était dosé. Maintenant, c'est de la chloramine. Je vais vous expliquer plus loin pourquoi, qui est la dernière étape avant la distribution. Alors, on le voit sur cette
présentation-là, en fait, sur cette diapo-là, c'est toutes les différentes étapes, là. C'est 18 étapes, dans le fond, entre la prise d'eau brute, son pompage, des grillages, toutes les autres étapes que je vous ai nommées avant la distribution. Donc, quand on dit qu'une usine de filtration, là, on ne peut pas refaire ça à tous les 10 ans, c'est parce que c'est immense là, comme infrastructure. C'est une infrastructure qui a coûté quand même extrêmement cher à mettre à niveau. Puis, elle est à niveau depuis 2010. Il y a toujours un peu d'amélioration continue qui est faite, mais elle est aux normes actuelles, puis elle est bonne pour plusieurs décennies encore. La deuxième source d'approvisionnement en eau qu'on a à Trois-Rivières, ça, c'est une particularité que peu de villes ont, surtout des villes de grande envergure. La majorité des villes de grande envergure pompent de l'eau de surface là, dans des lacs ou à même des rivières, comme on fait dans la rivière Saint-Maurice. Mais à Trois-Rivières aussi, on a un réseau de puits qui capte l'eau souterraine. Donc, vous voyez sur cette carte-là les différents secteurs qui sont alimentés à l'aide de l'eau des puits. Donc, il y a le secteur de ce qu'on appelle, nous, le secteur de la rivière, tout le secteur de Pointe-du-Lac, le secteur Saint-Jean aussi à Trois-Rivières-Ouest, qui sont alimentés avec les puits qui sont aux alentours de l'aéroport, qui s'en vont dans la réserve d'eau potable Saint-Jean, qui est présentement en réfection. Puis ça alimente tout l'ouest de la ville. On a ensuite un réseau de puits à l'est de la ville qui alimente Saint-Louis-de-France, Cap-de-la-Madeleine, Sainte-Marthe-du-Cap. À l'époque, ces puits-là pompaient l'eau de la nappe puis la distribuaient directement aux citoyens. Maintenant, le processus a changé. L'eau est pompée, mais elle est acheminée à une réserve, qui est la réserve des érables au Cap-de-la-Madeleine. S'il y en a qui connaissent la rue Berlinguet, quand on arrive au bout, elle tourne puis elle devient des érables. Là, mais il y a comme une usine dans le bois. Là. Mais ça, c'est la réserve des érables. C'est le principal site de traitement d'eau de l'eau souterraine au Cap-de-la-Madeleine. On a d'autres réserves, mais c'est vraiment la principale qui distribue ensuite l'eau une fois qu'elle a été traitée dans le réseau de distribution et chez les citoyens. On a 47 puits qui sont en fonction. Ces puits-là alimentent près de 60 000 citoyens. Donc, ça fait la totalité de l'alimentation en eau potable à Trois-Rivières. Tantôt, j'ai parlé des données de la rivière Saint-Maurice. Là, je vous ai parlé des débits, sa superficie de bassin versant. C'était pour vous dire à quel point la rivière Saint-Maurice puis l'eau de surface, avant qu'il y ait une pénurie d'eau, c'est quasi impossible. La rivière Saint-Maurice, il y a toujours de l'eau dedans. Et on n'a jamais vu la rivière assécher complètement. Puis ça serait vraiment surprenant que ça survienne un jour. Ce n'est pas le même cas avec des puits d'eau souterraine. L'eau souterraine, c'est une ressource qui est beaucoup plus vulnérable. On a eu des étés où il y a eu des sécheresses qui est combinée parfois avec une fonte de la neige vraiment drastique au printemps où l'eau n'a pas le temps de s'infiltrer puis elle s'en va direct dans un cours d'eau puis elle est envoyée jusqu'au fleuve. Et ça ne permet pas la recharge de la nappe phréatique. Puis quand l'eau est consommée de façon abusive avec un réseau de puits, bien, la nappe phréatique, elle peut diminuer en quantité. Puis à chaque fois qu'elle diminue en quantité, bien, tout ce qui se retrouve dans l'eau se ramasse en concentration plus importante parce qu'il y a moins d'eau pour diluer les polluants qu'il y a pu y avoir dans la nappe, les matières en suspension, etc., etc. Donc, plus l'eau est consommée à travers les secteurs qui sont alimentés avec des puits, plus la nappe devient vulnérable. Et là, on a des problématiques qui peuvent être plus criantes. Donc, dans les dernières années, en fait, il y a énormément d'investissements qui ont été faits pour changer ce mode d'opération-là, pour se rendre plus résilient face à l'assèchement de la nappe phréatique, en fait. Là. Donc, vous avez peut-être eu vent à travers les années il y a une conduite d'eau potable qui a été passée dans le bas du Cap-de-la-Madeleine au pont du Plessis. Donc, qui fait que vous l'aviez sur la carte précédente. Là. Il y a une partie du Cap-de-la-Madeleine maintenant qui est alimentée, le bas du Cap-de-la-Madeleine, avec l'eau de l'usine de filtration. Donc, ça a enlevé un peu de pression sur le réseau de puits où on a pu diriger l'eau dans les autres secteurs. Donc, ça, c'est des choses qui ont été faites pour se rendre un peu moins vulnérable au niveau de la nappe phréatique. Là, je vous ai parlé de la production, les sources différentes de production, la distribution de l'eau. Trois-Rivières, c'est quand même un grand territoire. Là. C'est un territoire de 300 quelques kilomètres carrés qui est assez étendu. Là, la population, il y en a un peu partout sur le territoire. On a près de 1000 kilomètres de conduite de distribution d'eau potable. Donc, c'est
un réseau qui est vaste, qui part de l'usine ou du poste des érables, puis qui est distribué jusqu'à des extrémités à Saint-Louis-de-France, à Sainte-Marthe, jusqu'à Pointe-du-Lac pour l'eau du réservoir Saint-Jean. Je vous ai parlé tantôt de la chloramine. La raison pourquoi on a mis la chloramine dans l'eau au lieu du chlore, c'est que le chlore se désagrège dans le fond plus rapidement. Il finit par plus y avoir de chlore dans l'eau. Plus on s'éloigne de l'endroit où on a chloré l'eau, moins il y a de chlore résiduel. Donc, plus il y a de chances que si la température augmente, qu'il y ait des bactéries qui se forment dans l'eau. La solution à ça, c'était de changer de produit. La chloramine, c'est un produit qui se dégrade beaucoup moins rapidement. C'est un dérivé du chlore, c'est un autre type de chlore. Puis là, l'eau arrive en bout de réseau, puis on a encore de la désinfection, il y a encore du chlore dans l'eau. Fait qu'on est capable de garantir une eau qui est potable plus loin dans le réseau. Le réseau, c'est entre 40 et 100 livres de pression dans la tuyauterie. Moi, je ne suis pas un fervent de rénovation, là, je ne suis pas super manuel. Là, fait que là, j'ai fait des petites recherches juste pour voir les machines à pression d'eau, c'est à quelle pression. Là, puis ça dépend de la machine, là, mais c'est entre 80 et 180 livres de pression. Fait que, on a des bouts de réseau qui sont à la même pression que quand vous décapez votre béton avec une machine à pression. Fait que vous pouvez imaginer la pression qu'il y a dans le réseau. C'est pas pour rien que quand il arrive des bris, des fois, c'est un geyser qui peut sortir dans certaines conduites. C'est les conduites qui ont la pression d'eau la plus forte dedans. Donc, c'est quand même impressionnant de ce côté-là. Il y a plus de 13 000 vannes de contrôle sur le territoire. Donc, ça, c'est des endroits où on est capable de jouer avec le réseau puis de couper l'eau pour isoler des bouts de réseau pour aller faire des réparations. Fait que là, imaginez, ça fait 13 000 endroits sur la tuyauterie où on est capable d'arrêter l'eau. Ça fait beaucoup d'endroits où c'est mobile. Donc, ça fait beaucoup d'endroits où il y a des risques aussi que ça puisse briser, qu'il y a de l'entretien à faire, des remplacements. Donc, c'est des infrastructures qui sont quand même assez névralgiques. Il y a pas loin de 5200 poteaux d'incendie. Donc, les fameuses bornes fontaines, il y en a plus de 5000 sur le territoire. C'est beaucoup aussi de bornes fontaines à inspecter, à écouter. Je vais vous en parler tantôt de l'écoute des bornes fontaines. On a 225 purges sur le réseau. Ça, c'est des endroits où on est capable d'ouvrir le réseau pour sortir l'eau, pour nettoyer. C'est surtout dans des extrémités du réseau pour s'assurer ou à des endroits où le réseau peut-être a une moins grande consommation, où il y a moins de population, pour s'assurer qu'on est capable de nettoyer le réseau facilement. Donc, de faire sortir l'eau avec les impuretés qui pu se déposer, qui peuvent venir de la corrosion de certaines tuyauteries ou des choses comme ça. Et dans l'équipe de distribution d'eau potable, il y a 15 employés qui sont en charge de tout ça. Donc, 15 employés qui sont en charge de 1000 km de réseau, de 13 000 vannes, des poteaux d'incendie, etc., etc. Donc, c'est beaucoup d'infrastructures à entretenir pour cette équipe-là. J'ai mis une photo ici de rinçage de réseau. Là. Je le disais, dans le fond, l'opération de rincer le réseau, soit par les purges, soit par les bornes fontaines, c'est pour enlever les dépôts ferreux qui sont accumulés dans les conduites. Là. Souvent, l'eau peut commencer à prendre une petite teinte jaunâtre dans certains secteurs. Puis quand vous faites une requête, puis il va y avoir du rinçage qui va être fait pour s'assurer d'éliminer les dépôts qu'il y a dans le réseau. Puis il y a du rinçage qui est fait de façon récurrente aussi à certains endroits où les gens, dans le fond, l'équipe connaît bien le réseau, puis où elle sait qu'il faut intervenir à certaines périodicités. C'était juste un schéma ici qu'on avait en banque pour vous montrer un peu l'usine, le réseau de distribution jusque dans les maisons. Il y a des réservoirs à travers le réseau. Là, il y a des réservoirs. Il y a un réservoir à la sortie de l'usine de filtration, bien sûr. Il y a un réservoir sur des chenaux près de l'entrée de Trois-Rivières sur Saint-Laurent, un réservoir d'eau potable. Il y en a un peu partout dans le territoire. Là. Le réservoir Saint-Jean que j'ai nommé tantôt, il y en a dans le nord de Cap-de-la-Madeleine. Il y en a un sur Vachon maintenant, le coin intersection Vachon du Passage. Donc, plusieurs réservoirs qui permettent d'accumuler de l'eau. L'opération et l'entretien du réseau. Je vous l'ai dit, là, on a 5200 bornes fontaines à peu près. Mais peut-être que vous ne me croirez pas, là, mais on fait de l'écoute de bornes fontaines. Donc, ça, c'est une technique qui permet de détecter les fuites sur le réseau. Donc, l'équipe, à chaque année, fait 2 fois l'écoute sur chaque borne fontaine pour voir s'il y a des fuites dans le réseau alentour. Donc, ça permet de détecter certaines fuites. Il y a d'autres fuites qui sont détectées, bien sûr, parce que
l'eau passe à travers la chaussée où il y a un affaissement puis il y a des requêtes qui rentrent. Donc, il y a, en 2022, là, c'est 99 réparations qui ont été faites sur des conduites principales. Le délai moyen pour une réparation pour le réseau d'aqueduc, après qu'on ait reçu l'information, c'était 3 jours. Puis des branchements de services, dans le fond, des réparations de branchements de services pour une résidence ou un commerce. Il y en a eu 49 en 2022, avec un délai moyen qui était de 12 jours pour faire la réparation. Je n'ai pas les données plus récentes que ça. C'est le dernier bilan qu'on a, c'est 2022. Là, 2023, on va finir par avoir le bilan avec toutes les données d'ici la fin de l'année, si tout va bien. Donc, encore une fois, dans la distribution d'eau potable, une autre donnée que je peux vous donner, c'est qu'on distribue près de 56 200 mètres cubes par jour d'eau. Là, vous allez dire, ah, c'est quoi ça, 56 200 mètres cubes d'eau? Bien, c'est 56 millions de litres d'eau. Fait que là, imaginez vos petites bouteilles d'eau de 1 litre. Là. 56 millions de bouteilles qu'on distribue à tous les jours via le réseau. En équivalent à piscine, on a fait un calcul rapide, c'est 1400 piscines de 21 pieds qu'on envoie dans les commerces, dans les industries et dans les résidences où l'eau est consommée à tous les jours. Donc, c'est quand même énorme comme quantité d'eau. Je vous l'ai dit tantôt, la chloramine, donc j'avais scoopé ma diapo. Donc, j'étais un peu en avance. L'autre avantage qu'on a eu avec l'implantation de la chloramine au lieu du chlore, c'est que ça nous a permis, vu qu'on a passé tous nos différents systèmes à la chloramine, un après l'autre, ça nous a permis de maintenant être capable de mélanger l'eau des différents systèmes, donc avec nos fameuses valves, là, de jouer, on coupe à cet endroit-là parce que là, on a un bris, puis on prend l'eau de l'autre réseau, puis on l'achemine. Donc, toute l'eau est traitée de la même façon maintenant, donc on est capable de jouer avec les différents réseaux pour pallier si on a des bris d'un secteur à l'autre. On en arrive aux mesures de consommation, puis un peu de réglementation en même temps. À chaque année, la Ville doit produire un bilan en eau. Donc, à chaque année, le gouvernement du Québec, via le ministère des Affaires municipales, il nous demande un bilan de ce qu'on produit, de ce qu'on distribue, puis de ce qui est consommé. Donc, on doit mesurer l'eau distribuée par personne par jour, puis on a une cible de 330 litres par personne par jour à atteindre au niveau de la distribution d'eau. Ça, c'est quand même assez facile à calculer parce que ce bout-là, on sait ce qui sort de nos usines parce qu'on a des compteurs d'eau à la sortie des usines. C'est facile de dire, bien, il est sorti tant de mètres cubes de telle usine, tant de mètres cubes à telle place. On a un deuxième objectif qui est de calculer la consommation d'eau résidentielle en litres par personne par jour. Là, c'est un petit peu plus compliqué parce que je ne sais pas, il y en a combien ici dans la salle qui ont un compteur d'eau chez eux, mais moi, j'en ai pas. Puis j'imagine que la majorité de vous autres en ont pas. Bon, monsieur, madame, monsieur, bon, tant mieux. Fait que vous êtes peut-être que vous les y aviez déjà ou vous avez répondu à notre appel de candidature de volontaires. Donc, on avait peu de données fiables pour calculer la quantité de litres qui était vraiment consommée dans les résidences selon les données qu'on avait. Fait qu'on faisait des calculs un petit peu ésotériques, là, mais qui faisaient l'affaire du ministère des Affaires municipales, puis qui étaient des estimations entre qu'est-ce qui sort de l'usine, qu'est-ce qu'on a dans certaines industries que, oui, on a des compteurs d'eau, qu'est-ce qu'on est capable de mesurer en perte versus les bris qu'on a vus, qu'est-ce qu'on mesure dans nos purges, qu'est-ce qu'on a comme débit de nuit qui est consommé la nuit versus le jour. Puis là, avec toutes ces données-là, on estime que la quantité de litres par personne par jour est à 249. Ça tient la route parce que c'est les données qu'on avait, mais un jour, il faut arrêter de faire des calculs de ce type-là. Puis la première étape pour ça, c'était implanter des compteurs d'eau, pas pour tarifer l'eau, juste pour avoir des données. Donc, c'est pour ça que l'année passée, on est allé en vidéo, puis là, il y a peut-être certaines personnes qui m'ont reconnu, là, parce que c'était moi le gars dans la vidéo qui disait qu'on voulait des volontaires. Donc, on cherchait des volontaires pour implanter des compteurs d'eau, pour avoir de la donnée, pour arrêter d'estimer cette donnée-là, pour avoir des données plus robustes.
Donc, on est dans cette démarche-là actuellement. L'objectif, c'est 220 litres par personne par jour, et on n'est pas tout à fait là. On va y revenir un peu plus tard. Le dernier indicateur que le ministère veut qu'on calcule, c'est les pertes en eau. Donc, l'indice de fuite des infrastructures. Fait que ça, c'est calculé selon le nombre de fuites qu'on a eu à réparer, qui ont été répertoriées, sur quel type de conduite. Fait que là, on est capable de calculer au bout de ligne ces conduites-là, c'est quoi leur pression, leur volume, puis d'avoir un chiffre pour la quantité de litres des fuites. Donc, on en revient à nos différentes mesures d'économie d'eau potable. Et la première mesure, c'est la réduction des fuites. La réduction des fuites, c'est un incontournable, en fait, dans les mesures d'économie d'eau potable. Puis c'est une condition même du ministère pour le renouvellement des ententes puis du financement qu'on obtient pour réparer nos infrastructures. Fait que ça, sine qua non, on n'a pas le choix de continuer à réparer les fuites puis d'atteindre des standards là, qui étaient sur la diapo précédente, là, qui étaient entre 3.1 et 3.3 fuites. Je ne me souviens plus honnêtement. C'est pas moi qui fais la réparation des fuites, là, mais on a des objectifs, puis il faut vraiment garder cet objectif-là, puis continuer à être dans le trigger que le ministère nous demande. Sinon, il y a des possibilités de perdre du financement pour du renouvellement d'infrastructures puis des réparations. Fait que ça tient la route. Je vous l'ai dit, là, il y a 15 personnes qui travaillent sur le réseau de distribution, qui font l'écoute, qui réparent les fuites, garder nos délais le plus court possible pour les réparer le plus rapidement possible pour atteindre les objectifs. On est là-dessus année après année depuis plus de 10 ans. Là. Les premières données que j'ai vues, là, c'était 2014, qu'il y avait encore des données qu'on avait là, sur le nombre de fuites réparées puis l'atteinte des objectifs. Puis depuis ce temps-là, on a toujours été dans la cible du ministère, puis on n'a jamais dépassé. Mais tu sais, il ne faut pas lâcher, là, parce que le réseau, il a l'âge qu'il a, les fuites, il y en a à chaque année, fait qu'il faut constamment être sur le qui-vive de ce côté-là. La deuxième mesure de la consommation, c'est ce que j'ai parlé, les compteurs d'eau. Donc, les compteurs d'eau, on en implante simultanément présentement dans le secteur résidentiel et dans le secteur institutionnel, commercial et industriel. La différence, c'est pour les industries, bien, on leur dit voici ton compteur d'eau, va l'installer. C'est toi qui payes, c'est toi qui l'installes. Je te l'ai donné, installe-le. Je vais te revenir plus tard, je vais faire des vérifications comme quoi tu l'as-tu installé, puis je peux finir par te pincer si tu ne l'as pas installé, puis on pourrait se rendre là. Il y a certaines industries qui ont des compteurs d'eau depuis plus longtemps à Trois-Rivières, qui sont les industries qui sont les plus gros consommateurs d'eau potable. Ces industries-là, ils sont tarifés déjà depuis plusieurs années. Une des stratégies qu'on a, c'est de peut-être augmenter le nombre d'industries qui est tarifé, d'augmenter des types de commerces qui consomment beaucoup d'eau potable, puis de les obliger, puis éventuellement les tarifer. Le secteur résidentiel, c'est différent. Implanter des compteurs d'eau dans le secteur résidentiel, c'est une job qui est titanesque. Là. On est allé de façon volontaire, puis on cherche 280 volontaires. Présentement, on n'a même pas nos 280 volontaires, mais installer ces 280 compteurs-là, c'est la ville qui achète les compteurs, c'est la ville qui les installe, le citoyen a accès aux données. Nous autres, ce qu'on veut, c'est collecter de la donnée pendant des années pour être capable de peaufiner notre chiffre, mais juste 280 compteurs, ça nous coûte 700 000 $. Fait que, imaginez si on essayait d'implanter 48 000 compteurs dans toutes les résidences de Trois-Rivières, les différents blocs appartements, puis tous les secteurs résidentiels. Moi, je vais être rendu à la retraite, puis on ne verra pas le bout de ça. Là, puis ma retraite, elle n'est pas tout de suite. Là. Fait qu'on en a pour des années et des années. Je pense pas qu'on va se rendre là éventuellement. Peut-être si ça devient une obligation provinciale, mais ce n'est pas notre idée à nous, notre stratégie, c'est pas ça. C'est d'avoir des données fiables, représentatives pour être capable de dire qu'on atteint nos objectifs de réduction de consommation d'eau. Depuis 2018,
Ça, j'ai fait le calcul, j'ai ressorti tous les projets, puis les coûts des différents projets, puis ce qu'il y avait dans les différentes années des plans triennaux d'immobilisation. Depuis 2018, on a investi 85 millions en eau potable à Trois-Rivières, en renouvellement d'infrastructures. Fait que, tu sais, des efforts pour garder le réseau puis la production au goût du jour, puis de garder l'infrastructure en santé, il y en a qui sont faites. Certains pourraient dire que ce n'est pas assez. Ça ne sera jamais assez pour remplacer toutes les conduites, mais à la hauteur de ce qu'on est capable de faire, c'est quand même énorme dans la capacité de payer de Trois-Rivières. L'objectif au niveau des compteurs dans les industries, commerces et institutions, c'est d'installer 180 compteurs. Présentement, on en a 135 d'installés. On en a d'autres qui sont en processus d'installation ou en vérification. Ils ont été distribués, puis là, on doit s'assurer qu'ils sont bien installés. Mais on est en voie d'atteindre notre objectif de 180 compteurs. Actuellement, il y a 11 industries qui sont tarifées au mètre cube d'eau consommée. Puis on regarde ça à chaque année, on se questionne sur on doit-tu rajouter d'autres types d'industries, comme je vous ai dit, pour aller du côté industriel. Au niveau des compteurs résidentiels, je vous l'ai dit, on cherchait 280 volontaires. Jusqu'à maintenant, aujourd'hui, on en a 150 d'installés. On a pas loin de 250 volontaires là, que les dossiers fonctionnent jusqu'à la fin. Là. Ça veut dire que ce ne sont pas désistés, que les photos fonctionnaient, que l'installation va être possible. Fait qu'on est en processus d'installer cet automne les 100 compteurs qui restent à installer. Puis vous l'avez peut-être vu en bas, là, mais on a le code QR qui est là si vous voulez le scanner puis aller remplir votre fiche. On cherche encore des volontaires. Il nous en manque une trentaine. Donc, vous pouvez le faire puis on va aller installer un compteur d'eau chez vous. Donc, je l'ai dit, près de 700 000 $ pour cette implantation-là. Une autre stratégie pour mesurer la consommation qu'on a mis en place, là, c'est pas super gros sur les photos, mais on va construire l'année prochaine 2 chambres de compteurs. En fait, c'est 2 rues qui finissent en tête de pipe avec des blocs appartements. La rue de Boucherville au Cap-de-la-Madeleine, puis la rue Richer à Trois-Rivières-Ouest, où on va implanter un compteur dans la rue à même notre réseau. Puis on va être capable de savoir toute l'eau qui est envoyée à ces blocs appartements-là. Donc, ça va nous donner beaucoup de portes pour un seul compteur. Mais là, on ne se cachera pas que c'est un compteur qui est beaucoup plus dispendieux à installer qu'à envoyer un plombier dans un sous-sol, tailler un bout de Gyproc puis couper 2 bouts de tuyau. C'est la job qui est majeure, mais ça va voir le jour l'année prochaine. On s'en va en plans et devis puis en construction pour l'année 2025. C'est 156 logements au Cap puis 80 logements à Trois-Rivières-Ouest qui vont être mesurés via ces compteurs-là. Donc, toutes les données que je vous ai envoyées jusqu'à maintenant, puis les explications que j'ai données, c'est pour vous dire que notre stratégie à Trois-Rivières, c'est on veut en arriver à atteindre nos objectifs de 220 litres par personne par jour en misant sur l'économie d'eau potable, donc sur des actions pour réduire la consommation et non sur la tarification. Parce que demain matin, tarifé, là, à part vous, monsieur, que je vais savoir combien vous n'avez consommé, le reste du monde, je suis pas capable de le dire. Fait que ça serait difficile d'arriver à une tarification qui serait justifiée et qui serait fiable. Donc, ce n'est pas dans notre objectif actuellement. L'autre point, là, j'avais quelques données pour peut-être vous étourdir un peu, là, mais c'est de vous dire qu'actuellement, à Trois-Rivières, l'eau potable est tarifée à 10 cents le 100 $ d'évaluation. Donc, c'est ça le calcul. Ce qui donne que pour une maison moyenne, la tarification sur votre compte de taxe, c'est à peu près 314,70 $. L'estimation du ministère des Affaires municipales, c'est qu'on devrait tarifer 3,67 $ du mètre cube d'eau consommée, ce qui viendrait, après nos calculs, puis une estimation par ménage de 2 personnes, à 190 mètres cubes par ménage, à un coût de pas loin de 700 $. Puis là, vous voyez qu'il y a, entre ce que le ministère dit puis ce qu'on tarifie, il y a un décalage. Là. Nous, on tarife 45 % de ce que ça coûte théoriquement. Fait que dire que demain matin, on implante des compteurs puis qu'on tarife la juste valeur, je
je peux le dire, là, ça serait l'émeute. On doublerait la tarification en eau potable du jour au lendemain. Ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'enligne actuellement. Ce n'est pas quelque chose qui est viable à court terme. Donc, atteindre nos objectifs en misant sur l'économie d'eau potable, c'est faire des efforts en tant que ville, faire des efforts en tant que citoyen pour consommer le moins d'eau potable possible pour réussir à atteindre notre 220 litres par personne par jour. Bon, le ministère, il y a ça, l'atteindre, puis il y a les menaces qui viennent avec. Là. Tantôt, je vous ai parlé de la perte de subventions, mais les 3 risques pour une ville de ne pas atteindre son objectif de 220 litres par personne par jour, c'est oui, perdre nos subventions, donc être capable de moins réaliser de projets en eau potable parce qu'on n'est plus capable d'être subventionné. C'est devoir implanter plus de compteurs. Ils vont nous dire, t'en as mis 280, là, je te force à en mettre 500 autres. Là, ça va me coûter 1 million de plus pour en mettre 500 de plus. Fait que là, en plus de ne pas avoir des subventions, mais tu dépenses pour implanter des compteurs au lieu d'entretenir ton réseau. On tourne en rond un petit peu. Là. Et il y a l'ajustement de la tarification selon les barèmes du ministère que je viens de vous montrer. Ça, c'est pas quelque chose qui est en tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est viable à court terme, là, comme je l'ai expliqué. Politiquement, ça ne passerait pas. Là, ça n'a aucun sens de doubler la tarification d'eau potable d'un coup. Donc, on en arrive à la dernière diapo de ma présentation. Puis, elle vient avec 2 petites infos que je vais vous donner après. C'est voici la réglementation actuelle au niveau de l'eau potable. L'arrosage des pelouses, c'est permis 2 jours par semaine, adresse pair et impair, chacun leur journée, le mercredi, samedi, jeudi, dimanche. Les nouvelles pelouses, il y a un permis qui est obligatoire. Venez chercher votre permis, on arrose en tout temps au début la tourbe ou l'ensemencement, puis après ça, on tombe sur de 19h à 21h pendant 14 jours. La micro-irrigation, donc les boyaux suintants, c'est permis tout le temps, en tout temps. Le lavage de voiture, c'est permis 2 jours par semaine avec de l'eau potable. Ça, c'est la réglementation actuelle. Il y a d'autres options qui pourraient permettre de diminuer, permettre d'atteindre nos objectifs de réduction de consommation d'eau potable. Il y a l'interdiction d'arrosage ou diminuer à 1 journée semaine, diminuer le temps que les permis permettent d'arroser. Donc, au lieu que ce soit 72 heures en tout temps quand tu mets de la tourbe, bien 24 heures, puis après ça, tu tombes sur l'horaire de entre 7 heures et 21 heures. Interdire la micro-irrigation, diminuer le nombre de jours de lavage de voiture permis. Ça, c'est juste des possibilités. Il n'y a rien de statué aujourd'hui. Puis, Steven va peut-être pouvoir vous le dire après, mais on rentre en période de consultation. Nous, ce qu'on veut, c'est votre opinion en tant que population sur c'est quoi les prochaines étapes qu'on devrait faire la ville pour essayer d'atteindre le 220 litres par personne par jour. Aujourd'hui, on est à 249 litres par personne par jour selon les calculs actuels. Donc, il y a 29 litres à couper à quelque part. Tout le monde va devoir faire des efforts. Nous, en tant que ville, en réparant plus rapidement nos fuites, en surveillant nos bornes fontaines plus rapidement, plus fréquemment, mettons, mais les citoyens aussi. Puis on va y avoir des efforts à faire pour atteindre ça. Peut-être qu'on va avoir des surprises avec les compteurs d'eau. Peut-être qu'on va se rendre compte que les données sont plus précises puis qu'on se rapproche du 220, mais je ne sais pas actuellement, les données. On va finir par les avoir d'ici 1 an et demi, quand ils vont être tous installés puis qu'on va avoir plusieurs mois de données. Mais on est en réflexion sur c'est quoi la prochaine étape qu'on doit faire pour atteindre ces objectifs-là. Et là, je passe la parole à Steven au niveau de la consultation. Merci. Merci, Julien.
c'est ce qui conclut un peu la période de conférence. Comme Julien l'a mentionné, en fait, il y a une démarche de participation publique sur la réglementation sur l'eau potable. Cette conférence-là, c'est vraiment l'introduction à cette démarche-là. On voulait permettre aux gens d'avoir accès à cette information-là. Il y a un sondage qui va être réalisé par la firme Cible Recherche, auprès d'un échantillon représentatif là, par téléphone et par web. Il y a également la possibilité de déposer un commentaire écrit, donc un mémoire à travers le 3.1. Fait que si jamais vous voulez vous prononcer sur ces questions-là, vous pouvez le faire en déposant une communication écrite au 3.1. L'ensemble de la conférence a été enregistré, donc on va également la mettre en ligne. Donc les gens vont pouvoir s'y référer là, par rapport à ce dossier-là. Donc, encore une fois, merci beaucoup pour votre temps et d'avoir participé ce soir. On va se diriger vers le salon du maire avec les intervenants et les conseillers et conseillères qui seront également là, au salon du maire. Donc, si jamais vous avez des questions, des interrogations, vous pouvez nous y rejoindre. Sinon, vous aussi rappeler, puis Julien l'a dit, mais il y a possibilité donc d'aller là, au kiosque des eaux qui est juste ici en bas. Si jamais vous voulez participer, donc en faisant implanter un compteur d'eau chez vous, vous pouvez laisser vos noms à l'équipe en bas, puis ils vont pouvoir communiquer avec vous là, pour la suite des choses. Donc, merci encore. Bonne soirée.